la une de l'actualité de ce dimanche, le ministre en charge des sports et celui de l'Éducation nationale sont à Ménaka. La première pierre du terrain de basket a été posée par le ministre des Sports et celui de l'Éducation nationale a rencontré les acteurs de l'éducation pour s'enquérir des difficultés. La relance des activités des artistes locaux, l'un des objectifs des acteurs de la culture. Ce soir, la rédaction s'y intéresse. La littérature, les arts et les spectacles, autant de défis à relever. La chaîne 2 de l'ORTM a 32 ans. C'était hier 22 mars, un moment de partage entre journalistes, animateurs, techniciens et auditeurs. Les temps forts dans cette édition. Et les Aigles sont arrivés à Casablanca pour le match avec la Centrafrique. Moustapha Sangaré vient d'intégrer le groupe après l'entraînement d'hier. Il s'est prêté aux questions de nos envoyés spéciaux en fin d'édition. Il nous parlera de son intégration et de ses ambitions personnelles, entre autres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1, direction Ménaka, où le ministre de la Jeunesse et des Sports et celui de l'Éducation nationale sont en visite. Sur place, le ministre Fomba a procédé à la pose de la première pierre d'un terrain de basket. Quant au ministre de l'Éducation nationale, lui s'est entretenu avec les acteurs de l'éducation de la localité. Abdul Karim Kaba pour le reportage. Faire le point de sa dernière mission à Ménaka, matérialisée par des promesses faites dans ce sens, tel est l'objectif de la mission de Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne. Le premier acte, la tenue de la traditionnelle rencontre avec la jeunesse, dénommée Ministrika Kene, un espace d'échange direct avec les jeunes de Ménaka. Dans une bonne ambiance conviviale, les jeunes ont échangé avec le premier responsable en charge de la jeunesse sur des questions relatives à l'emploi, à la formation et à l'épanouissement des jeunes de la région de Ménaka. Notre département, il est là vraiment pour vous. C'est-à-dire que nous connaissons aujourd'hui la situation qui est très difficile pour les jeunes au niveau de Ménaka. Ce n'est pas facile, nous comprenons ça, compte tenu de beaucoup d'aspects, l'accessibilité et beaucoup d'autres aspects. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des jeunes de notre département. Vous êtes autant des jeunes du département que les jeunes de Bamako, de Koulikoro ou de Kaï. C'est pareil pour nous, c'est la même chose. Donc si vous avez des idées que vous estimez être des choses qui peuvent aider la jeunesse de façon globale et la jeunesse de façon spécifique à Ménaka, n'attendez pas que je vienne ici. Il faut nous envoyer. Cerise sur le gâteau, la concrétisation d'une promesse, celle de doter la région d'un terrain de basketball aux normes internationales. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a procédé à la pose de la première pierre de ce terrain. Lorsque le sport il est fait de façon convenable et que les gens s'investissent, ça permet de passer sur beaucoup de choses, ça permet aussi de détecter les talents. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du département, nous avons un programme de détection des talents. Et la détection des talents n'est pas limitée à une localité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est de Bamako que ça va être de Bamako. Et les talents sont partout à travers le pays. Donc à travers les animations qui sont faites sur le sport, peut-être que Ménaka, on peut avoir des grands talents. Basketball, comme aujourd'hui nous sommes dans le cadre du basket, ou bien dans d'autres disciplines. Et c'est leur dire aussi aux jeunes que le sport, c'est aussi une opportunité. Pour la promotion de cette discipline qui rapporte beaucoup de médailles pour le Mali, les travaux durent 3 mois. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a eu des échanges avec les acteurs de l'éducation de la région de Ménaka. Le ministre Sissa Vané dit prendre bonne note de toutes les préoccupations soulignées lors de cette rencontre. Des solutions vont y être apportées. Ce n'est pas les salles de classe qui manquent, hein. N'est-ce pas? Ce qui manque, ce que j'ai vu, c'est les tables bancs. C'est les enseignants. Les enseignants, parlons-en. Au cours de la séance de travail, la question du retour des anciens de Ménaka est abordée. Le ministre a confirmé ce retour suite à la rencontre avec le Premier ministre qui a abouti à un accord avec le collectif des enseignants de Ménaka. Ceux-ci regagneront incessamment Ménaka.
2025, année de la culture, on en parle à présent dans ce 20h. La mission du ministère en charge de la culture est en 5e région et c'est pour recueillir les avis et propositions des acteurs culturels et des forces vives de la région de Mopti sur le projet Culture Mali 2025. La délégation a également visité des sites touristiques de la région. Le point avec Boubacar Sankari. Une délégation du ministère en charge de la culture, conduite par le directeur national de l'action culturelle en mission à Mopti, a rencontré l'ensemble des acteurs culturels du secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme, les détenteurs du patrimoine culturel, les forces vives de Mopti et les légitimités traditionnelles. Le but de cette visite est d'échanger sur le projet Culture Mali 2025 suite à la déclaration de l'année 2025 par le président de la transition, année de la culture au Mali. Un projet unanimement salué par les acteurs culturels et les populations de Mopti. En tant qu'actrice culturelle, je me réjouis que cette année soit décrétée année de la culture. J'ai fait beaucoup de choses à base de terre cuite, des jarres, des monuments, des humidificateurs et des trophées entre autres. Nous saluons le président Assimi pour avoir déclaré l'année 2025 année de la culture. Notre société est fondée sur des valeurs de bonté, de bienveillance, de dignité ou encore de loyauté. Il faut que nous retournions à ces valeurs pour le bonheur de notre pays. La délégation, après avoir visité quelques potentialités culturelles que regorge la région, s'est dit satisfaite de la mission. C'est une satisfaction totale que nous avions eue, puisque tous ceux-là qui ont été sollicités pour être entretenus, tous ont répondu présent. Et les attentes étaient comblées à hauteur de souhait. Tout cela nous a conduit à recueillir aussi des avis et des propositions et des recommandations. Des recommandations qui vont contribuer à la promotion et à la protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel de notre pays. Une autre mission s'est rendue à Caille, toujours dans le cadre du projet Culture Mali 2025. Les enjeux du projet ont été largement expliqués aux Caïsiens. Une occasion également pour la mission d'élaborer une cartographie complète des identités culturelles de la région. Brahima Daou. Conformément à sa vision de bâtir un Mali courant et à inculquer les valeurs sociétales aux Maliens dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, le chef de l'État, président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025, année de la culture au Mali. Dans le but de concrétiser cette vision présidentielle, le département en charge de la culture a initié le projet Mali Culture 2025. C'est dans ce cadre qu'une mission du département a rencontré ce lundi 19 mars 2025 tous les acteurs culturels de la région de Caille. Il s'agissait de leur mieux expliquer les enjeux du projet et aussi échanger avec eux sur leurs préoccupations. La culture joue un rôle essentiel. Le patrimoine culturel immatériel se manifeste à travers les identités culturelles des territoires, les traditions, les savoirs, les savoir-faire, les expressions artistiques, les pratiques linguistiques, ainsi que les industries culturelles et créatives. Nous sommes très contents de l'arrivée de cette mission à Caille. On l'attendait il y a longtemps, parce que c'est l'occasion pour nous de parler de nos préoccupations. Selon le directeur national de l'artisanat, l'objectif visé par cette mission est, entre autres, échanger avec eux sur les identités culturelles de la région de Caille. On fait la cartographie des identités culturelles de la région de Caille. Une fois ces identités cartographiées, nous retournons avec ces données pour voir quelles sont les identités phares de la région de Caille qui seront retenues par le projet et qui vont être financées. Et ces identités phares seront transformées en véritable industrie culturelle pour faire vivre Caille. Notons qu'à l'issue de cette mission, en plus de l'élaboration d'une cartographie des identités culturelles régionales, un répertoire détaillé des acteurs, des produits et d'initiatives culturelles et créatives locales sera dressé. La renaissance culturelle passe par la relance des activités des artistes locaux travaillant dans différents domaines. Nous avons la littérature, les arts, les spectacles, entre autres. C'est pourquoi les autorités ont décrété 2025 comme année de la culture. Les mécanismes de la renaissance culturelle, un dossier de Bemba Sibi.
Le savoir est essentiel et l'essentiel se trouve dans le livre. C'est dire combien la production littéraire est déterminante pour une renaissance culturelle. Le livre est témoin de l'histoire, consigne les valeurs socio-culturelles et partage les idées. L'industrie livresque est moribonde au Mali. 2025, année de la culture, est un tremplin pour une renaissance de l'industrie du livre au Mali. Pour ce faire, certaines conditions sont préalables. Le soutien du livre, ça va non seulement d'une subvention au niveau des maisons d'édition pour que les livres de l'année soient subventionnés, créer des bibliothèques nationales en plus de ce qui est au Mali, au niveau de Bamako. Au niveau des régions, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Au niveau des communes, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Au niveau des écoles, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Donc, multiplier la création de bibliothèques, soutenir les libraires à faire en sorte qu'ils puissent aider à la diffusion du livre, créer un réseau de diffusion pour que les livres puissent sortir du terroir malien, aller vers d'autres lecteurs en Afrique et dans le monde. Et de passage, j'insiste aussi sur le fait d'intégrer les livres et la littérature dans la biennale artistique du Mali. Une industrie du livre dynamique est une base solide pour la diffusion du savoir. Le livre est aussi une source d'inspiration précieuse pour les acteurs du 7e art. Dans tous les cas, un film est d'abord un scénario. Dans ce schéma, la relance du secteur cinématographique est liée indirectement à celle du livre. Toutefois, la ressemblance s'arrête là. Le secteur du 7e art a subi les affres du néocolonialisme avec l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est positionnée comme le bailleur principal du cinéma en Afrique avec des conditions à la limite humiliantes. Je suis très heureux d'ailleurs d'apprendre que le Mali, le Niger, le Burkina ont tendance de sortir de la francophonie. Avec la francophonie, pour vous donner de l'argent, il fallait accepter de changer le scénario. Il fallait aussi, on vous imposait des techniciens. Un retrait qui augure de nouvelles perspectives pour le secteur, mais pour la relance effective du secteur cinématographique, il faut 3 préalables. Depuis un certain temps, le cinéma malien a manqué de formation. Pour qu'il y ait vraiment une émulation profonde, il faudrait qu'on ouvre une vraie école de cinéma. Et une fois que cela serait fait aussi, il faudra leur donner des moyens. Quand on veut réveiller le cinéma, ça veut dire qu'on le réveille avec tous les corps de métier, que ce soit la distribution, que ce soit l'exploitation. Et ça, il faut le réveiller ensemble parce qu'on ne peut pas faire de cinéma. Chose que l'on déplore que dans tout le Grand Mali, nous n'avons que 2 salles de cinéma. Le Merouba qui n'est pas opérationnel à tout moment. Et le Babemba à Bamako. Je trouve que c'est quand même pas comme un pays de cinéma comme le Mali. Je trouve que c'est pas sage. Je trouve que le Mali mérite mieux que ça. Et il s'est trouvé que dans le passif, nous avons encore 7 salles qui existent, qui sont au niveau du Centre national de cinéma, qui peuvent être restaurées. Ces préalables ne sont pas loin de celui des arts de scène pour stimuler la créativité et favoriser la production de pièces de danse et de théâtre conformes à nos valeurs socio-culturelles. Il faut qu'on arrive à faire des formations des scénographes qui vont transformer et travailler sur l'espace pour l'accueil du public et aussi pour la présentation des spectacles. Ça, c'est un premier aspect. Et il va falloir travailler aussi sur les costumes. Comment les costumes des époques, si on veut représenter des pièces de tel siècle, etc., comment on va les représenter, quel type de costume il faut avoir. Et en plus de ça, aujourd'hui, l'historiographie du théâtre nous dit que l'esthétique théâtrale passe par l'écriture. Il faut qu'on ait des résidences d'écriture et après toutes ces étapes-là, il faut quand même créer un marché national. Et pour créer un marché aujourd'hui, si les différentes collectivités mutualisaient leurs moyens. Par exemple, que la région puisse dire, bon, nous, on va prendre 40% du budget d'une tournée dans notre région et que les communes disent, bon, nous allons contribuer pour 20% et que l'État y contribue pour 70%, c'est sûr et certain que les spectacles qui seront créés à Bamako pourront être vus à Koutiala, pourront être vus à Yorosso, pourront être vus à Ménaka et un peu partout sur le territoire national. Des leviers qui, actionnés, vont impulser une nouvelle dynamique aux arts de scène.
Pour les artistes plasticiens, la situation est à la fois simple et compliquée. Simple car l'attrait pour les tableaux dans son salon ou son bureau est certain. La complication réside dans le fait qu'il faut une prise de conscience de la valeur des créations locales pour les valoriser. Nous avons plein d'artistes plasticiens, que ce soit ceux de l'ancienne génération ou ceux de la nouvelle génération. Nous avons beaucoup d'artistes qui sont très inspirés, qui sont vraiment aujourd'hui en train de créer des mouvements inattendus. Il y a une certaine ébullition de l'art visuel depuis ces dernières années et ces artistes créent. Mais malheureusement, ils ont beaucoup de mal à écouler les réalisations qu'ils font. Que le pouvoir puisse considérer les commandes publiques pour les artistes plasticiens. Par exemple, tous les jours, nous voyons des immeubles grimper du sol ici au Mali et à Bamako particulièrement. Nous voyons également qu'il y a beaucoup de départements ministériels ici au Mali. Souvent, quand tu rentres dans des bureaux, tu vois aucune œuvre. Tu vois aucune œuvre, ne serait-ce que par exemple équiper les départements ministériels d'œuvres d'art. Cela permettrait aux artistes en fait de se sentir impliqués dans cette nouvelle dynamique-là qui est de consacrer cette année à la culture. Ça permettra également d'encourager ces jeunes-là qui embrassent ce métier en leur prouvant qu'il y a une possibilité dans leur pays. Il y a en fait un marché qui demande leur production. Des pistes de solutions évoquées pour impulser une réelle renaissance culturelle, car 2025, année de la culture, au-delà de l'annonce, est une invite des Maliens à s'approprier les valeurs culturelles pour se ressourcer et contribuer à l'avènement du Mali Kouroua à travers le Mali d'Inkouroua. Cette mesure vise donc à revitaliser les valeurs traditionnelles, à promouvoir les talents artistiques et à renforcer l'identité culturelle nationale. Vous avez certainement entendu parler de la porte Al-Gouloum. Sinon, c'est une porte fabriquée par une seule famille dont le secret est transmis de génération en génération, une identité incontestable de la ville de Tombouctou. Le chef-d'œuvre qui tient ses origines du Yémen coûte 200 à 500 000 francs CFA. Sa conception peut prendre 2 semaines à 1 mois. Focus sur ce patrimoine culturel avec Saloum Konaté et Maouloud Tandina. La ville de Tombouctou se distingue par son architecture culturelle comparativement aux autres régions. Connue depuis des siècles à travers son riche patrimoine culturel, la cité mystérieuse garde encore ses valeurs artistiques et artisanales, parmi lesquelles figure la porte traditionnelle Al-Galoum. Ceux qui confectionnent cette porte-là viennent du Yémen. Alors en Yémen, quand il y a une peau noire, on t'appelle Maïga. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le titre de Maïga. C'est différent des autres Maïgas, des Vergao ou autre chose. Donc c'est une seule famille ici et c'est un seul atelier dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et la confection de cette porte-là, elle est particulière. Parce qu'on leur dit jam, c'est parce que c'est très orné. Et le fer noir qui orne cette porte-là prend beaucoup de temps sur la caisse ou le bois qui le porte. Donc, Al-Galoum même, c'est les 2 sorceaux-là que vous voyez qui s'appellent Galoum. Donc, comme c'est sur la porte-là, on dit la porte qui Al-Galoum Gambou. Cette richesse culturelle et artisanale est jalousement conservée par une famille dont les secrets sont transmis de génération en génération. Ces portes Al-Galoum sont ouvragées dans cet atelier à Djamtende depuis des siècles. Après 35 ans d'apprentissage et plusieurs années d'exercice, Alassane Maïga en est aujourd'hui le dernier maître. Il y a plusieurs modèles. Il y a la première qualité, ça c'est 7 rangées. Il y a 6 rangées. Il y a 5 rangées. Il y a 4 rangées. Chaque porte a son prix. 300 000. Il y a 250 000. Il y a 200 000. Il y a 175 000. Bon, les fenêtres, ça dépend. Il y a des fenêtres de 250 000. Là-bas, puisque les fenêtres ne sont pas les mêmes dimensions. Il y a des fenêtres de 150 000, il y a des fenêtres de 125 000, il y a des fenêtres de 100 000. Selon les sexagénaires, la confection d'une seule porte Al-Galoum nécessite la participation des autres éléments car chacun a un rôle précis dans sa fabrication. Il y a des gens qui préparent seulement les clous.
Il y a des gens seulement qui préparent les gabots. Il y a des gens qui préparent les carcars, hein, les cloches. Donc, faire à mesure, chacun a fait son travail. Si on rassemble, on peut le faire. Je fais le clou, je fais les cloches, je fais le plaque pour les forces. On appelle ça carcar, cloche quoi. Donc ça on appelle ça goubet. Ça c'est quand ça c'est de la barrique. On fait ça avec des barriques. Quand on le coupe, maintenant on met ça dans le feu pour que ça soit comme ça. Les portes sont accompagnées de fenêtres pour question d'harmonie et surtout de respect à la chose culturelle. Personne n'a droit à toucher à ces cerceaux-là, si ce n'est le chef de famille. Quand il est au dehors, il y a une façon de taper qu'on sait que c'est le chef de famille qui arrive. De l'autre côté aussi, s'il y a une urgence, un envoyé, lui aussi, ce dernier a la permission de toucher pour avertir le chef de famille qu'il est venu en commission. Namaïga justifie bien son attachement à ces merveilles dont elle prend soin depuis des années. J'ai l'amour de la porte et je fais l'entretien de la porte. Chaque fois que je vois qu'il y a quelque chose qui ne veut pas, j'amène le menuisier, je fais son entretien. Parce que c'est une porte que j'ai trouvée avec mes parents. C'est un souvenir pour moi. Cette porte occupe une grande place dans la culture tombouctienne. En ce sens que quand vous êtes un nouveau marié, vous êtes très fier de commander cette porte-là. Et c'est cette porte-là qui doit orner votre maison. Cet héritage qui est aujourd'hui conservé par plusieurs familles, en plus de son côté mythique, a une résistance extraordinaire. La réalisation de cet ouvrage nécessite beaucoup de temps et de matière qu'il faut souvent chercher ailleurs, ce qui pourrait justifier leur cherté. Avant, c'est des bois qui viennent de Djenné. Bon, ces derniers temps-là, les bois-là ne viennent pas. On a payé ça de Côte d'Ivoire. Des fois, on trouve ça à Bamako, puisque le bois, là, ça vient de Côte d'Ivoire, mais on trouve ça à Bamako. À Mopti, on en trouve. Mais ici, les commerçants qui sont là, ils n'amènent pas ici, puisqu'ils disent que c'est cher. Ces portes ferment la plupart des maisons de la Médina. En dehors des ressortissants de la mystérieuse, elles sont sollicitées par d'autres passionnés non natifs de Tombouctou. Et oui, le Mali est un pays très riche en culture. Nous reformons la page consacrée à l'année de la culture pour parler du fonds de soutien. Nous nous rendons à cet effet à Ségou et à Kita. Dans la cité des Balanzans, le gouverneur a rencontré les légitimités traditionnelles. Les échanges ont porté sur l'utilité de ce fonds et à Kita, le gouverneur a rencontré l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région pour le même exercice. Ségou, Honoré Tchenou et Kita, Mahmadi Aliou Bari. Un cadre de concertation entre gouvernorat et légitimité traditionnelle autour des taxes initiées par l'ordonnance numéro 2025-008 PTRM du 7 février 2025, une ordonnance portant création du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Notre pays traverse une période cruciale qui nécessite un effort de la nation tout entière. Dans cette perspective, il est nécessaire de renforcer nos finances publiques, d'où le recours à des stratégies qui ont aussi pour objectif d'accroître notre indépendance financière et par voie de conséquence notre souveraineté nationale dans une période où le monde est confronté à une grave crise économique. J'appelle donc tous mes compatriotes de la région de Ségou à participer à l'effort collectif qui leur est demandé par nos autorités dans l'intérêt général. Des éclaircissements ont été donnés sur l'objet visé par la création du fonds, la nature des ressources, les modalités de collecte, l'organe de gestion et le rôle du comité de pilotage. À ceci s'ajoutent les communications des panélistes sur le bien fondé de cette nouvelle mesure.
La contribution de chacun lui donne droit à une redevabilité de la part de l'État. Nous, chefs de village, nous nous engageons à mieux sensibiliser pour une bonne compréhension de tous les fils et filles du pays. Il n'y a pas assez de difficultés à Ségou pour l'engagement commun. Nous demandons tout le monde une mobilisation collective. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la fin de la rencontre a enregistré des motions de satisfaction pour une meilleure compréhension de la nouvelle mesure. Les légitimités traditionnelles se sont dit prêts à passer les relais de la sensibilisation. L'objectif de cette rencontre spontanée avec toutes les couches socio-professionnelles de Kita était de clarifier les enjeux et les perspectives économiques pour le pays, les grandes lignes de 3 textes économiques cruciaux discutés lors du Conseil des ministres le 11 mars dernier. Aujourd'hui, le soutien à la transition par rapport aux frais de télécommunications et toute transaction sur le net, je pense que c'est l'idéal, c'est bien réfléchi et nous y adhérons. Je suis satisfait de ces mesures gouvernementales. Ces petits fonds qu'on nous retire est demandé pour sortir le pays du sous-développement. Il faut que nous restons nous-mêmes, que nous soyons nous-mêmes. Les échanges avec la population quitoise ont permis d'approfondir la compréhension des réformes envisagées pour stimuler la croissance économique et améliorer le bien-être de nos citoyens. La population de Kita, nous soutenons la transition. Nous sommes prêts à payer aussi les 100 francs, les 50 francs, c'est rien dans notre vie. Nous nous plaignons de nos routes, de l'énergie, de l'eau, ainsi de suite. C'est avec l'argent qu'on fait tout ça. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Donc on doit se sacrifier. Je demande à la population de se sacrifier pour satisfaire à nos besoins. La région de Kita, avec les 33 communes, félicite le gouvernement pour avoir initié ces taxes-là qui vont nous faire sortir de l'obscurité. Au prime abord, nous constatons une adhésion de la population, notamment des franges de la jeunesse et aussi des autres corporations, ont toutes magnifié le fait que nous puissions créer par nous-mêmes des ressources pour remplacer l'aide budgétaire que l'État recevait avant et qu'il ne reçoit plus. Et il participe de notre souveraineté, de pouvoir récolter suffisamment de fonds afin de faire face nous-mêmes à nos dépenses prioritaires. Cette initiative collective promet non seulement d'apporter un soulagement significatif à la crise actuelle, mais aussi de libérer des ressources pour répondre à d'autres urgences présentes. En effet, les fonds ainsi mobilisés offrent l'opportunité de renforcer des secteurs cruciaux tels que l'énergie, les infrastructures, la défense et la sécurité, entre autres, garantissant ainsi une approche globale et intégrée pour le développement durable du pays. Et à Sibi, c'est l'Alliance Mali-Taniè qui a informé la population sur le fonds de soutien. Envoyé spéciaux, Mohamed Sangaré et Abdraman de Katraoré. Les membres de l'Alliance Mali-Taniè sont plus que jamais mobilisés pour vulgariser l'ordonnance relative à la contribution spéciale de solidarité et à la taxation des boissons alcoolisées. Devant les autorités locales, les légitimités traditionnelles ainsi que les responsables des associations des 4 communes de Sibi, Alou Badra Sangaré a brièvement expliqué ces nouvelles taxes présentées comme un levier pour dynamiser l'économie nationale tout en précisant la destination des fonds générés. Il s'agit de vulgariser le contenu des différents textes, notamment l'ordonnance du 7 février et ses décrets d'application. Nous sommes venus à Sibi, nous avons trouvé que les populations des 4 communes du cercle sont mobilisées, engagées aux côtés du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, non seulement à travers les œuvres sociales que les différentes communes du cercle de Sibi ont bénéficié, mais aussi par rapport à cette heureuse initiative en ce qui concerne la contribution spéciale de solidarité et la contribution sur la consommation des boissons alcoolisées. La population s'engage à accompagner et à soutenir cette heureuse initiative des plus hautes autorités du pays. Au cours des discussions, les préoccupations concernant les contributions ont été exprimées par les participants. Les autorités locales ainsi que les représentants des 4 communes présents dans la salle ont salué cette initiative qui leur a permis de mieux comprendre les mécanismes de prélèvement et les impacts des nouvelles taxes. Ces nouvelles taxations ordonnées par le gouvernement de la transition, je pense qu'elle est de bon augure. Aucun pays ne peut se développer, aucun pays ne peut prétendre à la souveraineté tant que
ses fils et ses filles ne se donnent pas la main pour opérer dans le sens vraiment du bien-être de sa population. Nous avons beaucoup appris à la rencontre d'aujourd'hui. Donc je dirais que nous avons compris des choses qu'on n'avait pas en possession. La sous-préfet centrale de Sibi a demandé aux délégués de devenir des ambassadeurs au sein de leurs communes et associations afin de veiller à ce que ces nouvelles taxes soient comprises et acceptées par tous. Ce relais d'information est essentiel pour garantir la transparence et la confiance auprès des populations. Le gouverneur de Nioro, lui, vient de lancer l'opération de contrôle de normes et de gabarits des véhicules gros porteurs sur l'axe Mali-Mauritanie, des nouvelles dispositions prises par les plus hautes autorités du pays. Moussa Diakité. La route internationale Mali-Mauritanie a toujours été une voie très fréquentée par les véhicules gros porteurs. Conformément aux dispositions prises par les plus hautes autorités du pays, la Direction régionale des transports et la Direction régionale des douanes de Nioro, en collaboration avec le gouvernorat de la région, s'engagent déjà à sensibiliser les chauffeurs et les propriétaires de véhicules. Ils viennent de lancer l'opération de prise de dimension des véhicules de transport de marchandises. Déjà, le constat est amer. Plusieurs engins contrôlés ne répondent pas aux normes. La plupart des véhicules qu'on a regardés, malheureusement, ils sont hors normes, hors gabarit. Il y a un impact sur la route, ça détériore les routes prématurément. Ce n'est même pas dans l'intérêt des usagers d'amener des véhicules hors normes. Donc ça ne peut que les créer des problèmes. Parce que dès qu'un véhicule est hors norme, il ne peut jamais être pris en charge au niveau du scanner. Or, c'est le scanner qui est synonyme de célérité des procédures. Le chef de l'exécutif régional appelle les usagers au respect des normes et les agents de contrôle au respect strict des textes en vigueur. Que vous soyez transporteur, que vous soyez propriétaire de camions, que vous soyez un simple citoyen, le Mali vous protège. Mais le Mali ne vous protège que si vous vous conformez aux règles de conduite et aux normes fixées par la loi en vigueur. Auparavant, une trentaine d'agents de contrôle avaient pris part à une session de formation sur l'appropriation des textes et règlements de transport à Gougui, à la frontière Mali-Mauritanie. Afin de lutter efficacement contre les drames humains et environnementaux dans les sites d'orpaillage, des mesures ont été prises par les autorités de la transition. Et pour mieux expliquer ces mesures, le gouverneur de la région de Koulikoro a rencontré la communauté locale du Mandé du cercle de Kangaba. Un reportage de Adama Traoré. Suite aux mesures prises par les autorités de la transition afin d'éviter de tels drames humains et environnementaux sur nos sites d'orpaillage, le gouverneur de Koulikoro, autorité administrative de la 2e région, a tenu à échanger avec la communauté du Mandé touchée par ces drames. Les pourparlers ont permis d'aboutir à une meilleure compréhension des mesures prises lors du Conseil des ministres du 5 mars dernier. L'objectif, c'est pour que nous puissions toujours parfaire ce secteur-là, faire en sorte que nous puissions avoir une exploitation digne de ce nom, sans incident, et une exploitation normale qui va aussi vraiment nous aider à protéger nos terres cultivables et aussi que l'État malien tire profit vraiment des ressources minières. Une rencontre qui a permis aux responsables des services techniques concernés dans les domaines d'orpaillage de donner des explications sur les bien fondés des mesures prises par nos autorités. Il y a des pistes de solutions vraiment qui se dessinent. C'est de voir, d'appliquer toute la loi, mettre en œuvre la décision qui a été prise par le gouvernement et vraiment continuer le dialogue, les discussions, la sensibilisation, la vulgarisation là avec la communauté. Oui, je peux dire que les échanges ont porté fruit puisque ça permet d'éclairer leur lanterne par rapport à ces nouvelles dispositions qui sont prises aujourd'hui et de demander leur accompagnement par rapport à la mise en œuvre. Puisque tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de toute la nation, mais c'est pour l'intérêt aussi des communautés qui sont au niveau de ces zones d'exploitation. Pour les autorités régionales, la rencontre a été une réussite et les réflexions ont été à la hauteur de la rencontre. Nous sommes vraiment satisfaits, vous avez pu constater. Voilà, les femmes, les jeunes, les maires, les élus, tout le monde a compris. Parce que nous avons fait appel aux techniciens des deux départements, le département des mines, le département de l'environnement et de l'assainissement aussi, qui ont donné des explications par rapport à tout le processus de délivrance des permis environnementaux ou des permis d'exploitation.
Au-delà de la rencontre, le gouverneur a souligné sa détermination à accompagner la communauté dans la recherche du bien-être de celle-ci, tout en réitérant son souhait que de tels accidents soient un vieux souvenir. Également dans ce 20h, le carême chrétien et le ramadan coïncident cette année également à Saint. Une de nos équipes s'est rendue dans certaines familles mixtes pour voir comment elles vivent ce moment de spiritualité. Drissa Koné nous signale que ce grand moment est vécu par ces ménages comme un temps de renforcement de leur union. Suivons son reportage. Cette année, le ramadan et le carême se chevauchent sur un certain nombre de jours, des moments et objectifs presque similaires pour les chrétiens catholiques et musulmans. Le jeûne est au cœur des deux traditions, bien que les pratiques varient. Au cours de cette période, l'entraide et la compréhension doivent faire bon ménage pour relever les défis dans les couples avec disparité de culte. C'est ce qu'a compris la famille Cissé depuis 22 ans, où le mari est catholique et l'épouse musulmane. Il m'arrive souvent de la surveiller, n'est-ce pas, pour qu'elle se lève très tôt, pour par exemple préparer son repas pour, n'est-ce pas, le jeûne. Voilà, maintenant pour nous, notre carême, souvent on mange ensemble, mais au moment des ruptures, donc, elle peut rendre jusqu'à 18h, je sais pas, 18h21, 18h30 comme ça. Mais chez nous, nous pouvons aller au-delà. Voilà, au-delà, je peux jeûner peut-être de 5h du matin jusqu'à 5h du matin le lendemain. Voilà, à peu près 24 heures comme ça. Voilà. Je fais une cuisine globale. Quand c'est mon heure de manger ou de rompre le jeûne, je mange et je garde le repas de Cissé et les enfants dans le thermos. Parfois, il arrive aussi que les enfants mangent avec moi. Papa, c'est un chrétien. Ma maman, c'est un musulman. Moi, je suis un chrétien. Avec la maman, on a jeûné à 5 heures. Dans cette famille, ce respect de la croyance et des traditions de l'autre se manifeste dans les différentes fêtes musulmanes et chrétiennes. Toutes les fêtes, n'est-ce pas, se passent très bien, que ce soit la fête du Ramadan de Tabaski, Noël, Pâques, nous les fêtons ensemble. Voilà. Et souvent même, il m'arrive même, n'est-ce pas, de payer le bélier pour sa fête de Tabaski. Voilà, la fête du Ramadan aussi, donc je paie la viande pour elle, et pour toute la famille. Les jours de fête de Ramadan, de Tabaski, vous venez ici, vous avez l'impression que vous êtes dans une famille musulmane. La concomitance du carême et du ramadan, ce cheminement ensemble demande beaucoup de patience, de tolérance et de souplesse. En la matière, la famille Sidibé a plus d'une décennie d'expérience. À quelques heures de la rupture, maris et femmes s'activent autour du feu. On prépare la rupture du jeûne. Donc j'aide ma femme comme ça à faire des petits travaux. Depuis le matin, aux environs de 4 h du matin, moi je la réveille. Ensemble on prépare. Donc elle commence à l'aube après avoir mangé. Donc elle continue à jeûner. En tout cas pour moi j'ai commencé depuis hier à 20 h. Il y a vraiment l'entente dans notre foyer. C'est Sidibé qui me réveille à l'aube et en fin d'après-midi. Quand il revient du service, il me donne un coup de main à la cuisine. Une véritable complicité de solidarité et de vivre ensemble qui va au-delà des gènes. C'est tout à fait normal et puis nous sommes au Mali. C'est une famille mixte. La religion chrétienne et puis la religion musulmane, vraiment c'est une seule religion pour moi. Et puis ça va vous surprendre un peu. Le jour de mon mariage à l'église, le prêtre, il m'a dit vraiment de respecter sa religion. Et puis il a ajouté aussi d'acheter une natte de prière pour elle. Et puis un chapelet. Donc en quelque sorte de l'aider à pratiquer sa religion. Des couples laïcs dans un pays laïque. Comment ne pas envier ces bels exemples de vivre ensemble? Je suis Aïdara. Mais mes parents n'ont pas du tout hésité à me donner à un chrétien. Seulement, ils ont insisté à ce que je pratique correctement ma religion. Pour moi, le mariage interreligieux ne pose aucun problème, pourvu que les uns et les autres se respectent. Depuis que nous nous sommes rencontrés, après notre mariage, j'ai demandé au bon Dieu de me donner chaque fête de Tabaski un bélier pour ma femme. Depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, vraiment Dieu merci. Et ça n'a pas manqué. Bon, après la prière, le jour de la fête, les familles voisines à côté, donc je vais voir un vieux
puis remplir les conditions, bien sûr, d'égorger mon mouton. Donc après, moi, je vais faire le reste. En cette fin d'après-midi-là, les nuages qui planaient se sont dissipés, laissant place à quelques gouttes de pluie dans la ville de San, comme pour dire que ces grands moments de pratique de jeûne, d'aumône et de prière que vivent les musulmans et les chrétiens catholiques doivent guider nos pas vers un nouveau départ de pardon, d'amour, de paix, d'unité et de cohésion nationale pour le bien de notre pays. Tout à fait, Drissa Koné. Sungalo Solidarité, une initiative des autorités de la transition sur le terrain de Sotiba Bougoukoroni. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ont rompu le jeûne avec la population. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, lui, était du côté de la commune 4 pour rompre le jeûne. C'était en présence des autorités administratives et la population. Le ministre de l'économie et des finances et son collègue de la défense et des anciens combattants ont rompu le jeûne avec la population de Katifuga. Les différents reportages avec Daouda Koné, Aliou Abdoulaye Touré et Mohamed Naman Keïta. Les autorités de la transition ont initié une vaste opération d'assistance et de soutien aux populations maliennes durant tout le mois de Ramadan nommé Sungalo Solidarité. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, accompagné de son collègue des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Atayer, était à Sotuba pour une rupture collective du jeûne. Elle consiste à servir des boissons chaudes et fraîches et un repas chaud à chaque personne enregistrée. Sincèrement, c'est ce que nous attendions le plus fort au niveau de la jeunesse. Ces actes de patriotisme et de citoyenneté, d'entraide à l'endroit de la population. Et la population elle-même reçoit et apprécie. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater aujourd'hui avec la plus grande mobilisation de toutes les autorités. Tout le monde était là. Et témoignant de cela, ce cadre de convivialité, créer le cadre pour que toute la jeunesse se retrouve, pour que toute la population se retrouve, communier ensemble. Sincèrement, on ne pouvait apprécier que plus. La brigade citoyenne qui est activée depuis le début du mois de Ramadan pour l'opération qui joue sur 3 axes: l'orientation, la distribution des kits et le maintien des lieux de prière. L'initiative est salutaire parce que chaque jour que nous opérons ici sur le terrain, on sent cette joie dans la population que l'État même contribue à leur donner pour rompre les gènes. Ça leur fait plaisir. Les ministres ont profité de l'opportunité pour lancer un appel aux Maliens de se donner la main afin de faire face aux différents défis auxquels le pays est confronté. Notre pays traverse des moments extrêmement difficiles sur plusieurs plans. C'est l'occasion aussi de venir de façon solidaire et engagée pour demander que le bon Dieu puisse continuer à répandre sa mansuétude sur notre pays afin que nous puissions avoir la paix, la tranquillité et que ceux qui sont malades puissent aussi connaître une guérison. C'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont aussi perdu leur vie dans la défense de notre pays et aussi en particulier pour le personnel en uniforme ici comme dans tous les pays qui se battent au quotidien, même pendant le mois de Ramadan pour protéger notre pays. L'événement vise à promouvoir l'unité nationale. Le ministre en charge des affaires religieuses n'est pas resté en marge de la célébration de la 2e édition de Sungalo Solidarité avec comme slogan « Partageons dans la communion ». Son Excellence le général Daniel Assimi Goïta a initié ça depuis l'an passé pour au moins atténuer la souffrance des Maliens et pour que la population se sente auprès de son autorité. C'est pourquoi vous voyez les ministres partout, les préfets, les sous-préfets, les directeurs nationaux, les directeurs régionaux auprès de la population pour faire la rupture collective ensemble. Le sous-préfet, la délégation spéciale, le coordinateur des chefs de quartier, le conseil communal de la jeunesse de la commune 4 ont tour à tour encouragé l'initiative. Et au nom de la population, que ça a été une réussite totale et ça continue à être une réussite car ça vise à aider les pauvres dans des moments difficiles, dans ces mois bénis de Ramadan et c'est mois qui est sacré et nous pouvons lui dire merci à l'ensemble du gouvernement. La commune 4 va soutenir l'initiative Sungalo Solidarité jusqu'au bout, Inch'Allah. Cette rupture collective avec les membres du gouvernement témoigne de la volonté des autorités de consolider l'esprit de solidarité entre les gouvernés et gouvernants. Après une journée de travail bien remplie entre réunions et dossiers, 2 ministres de la République, et pas les moindres, Al-Husseini Sanoun
de l'économie et des finances, et son homologue de la défense et des anciens combattants, le général d'armée Sadio Kamara, répondent au terrain Bakary Goïta de Katifouga à un rendez-vous devenu depuis le début du Ramadan une obligation gouvernementale. La rupture collective Sunkalo Solidarité. La résilience du peuple malien a été l'un des facteurs déterminants dans la résolution de toutes ces crises, dans l'atteinte des résultats que nous avons aujourd'hui. L'un des éléments qui stimule et qui encourage cette résilience, c'est justement que les gouvernants puissent descendre vers les gouvernés à l'occasion de ces cérémonies, de se sentir avec eux, de se mélanger avec eux, de partager des moments de communion, surtout en cette période de Ramadan où c'est une période de pardon, une période de dévotion, une période de méditation, pour qu'on puisse réfléchir ensemble et être ensemble pour essayer de trouver les voies et moyens en vue de parvenir à des solutions qui vont permettre à notre pays d'avancer plus vite encore sur le chemin du succès. Donc je suis un ministre qui est très comblé. L'imam Cheikh Ismaël Khan, qui a dirigé la prière collective, approuve cette démarche des plus hautes autorités et précise qu'elle puise sa meilleure traduction dans l'islam. Ici, il n'y a aucune différence entre nous et nos ministres. Cela renforce notre confiance en ce qu'ils prennent en compte nos préoccupations. Le prophète, paix salut sur lui, a dit ceci: si les riches et les érudites montrent le bon exemple, l'humanité n'en sort que gagnante. Ces temps de collation, d'échange, de prières, bref, des partages entre les deux membres du gouvernement et la population consolident les liens de confiance et renforcent la cohésion sociale. Nous sommes comblés de pouvoir côtoyer nos ministres autour d'une rupture des gènes. C'est rassurant et réconfortant d'être en leur compagnie. Que Dieu guide leurs pas dans tout ce qu'ils font pour notre pays. C'est pour être proche de la population. Très très content. Et la population, tous ceux qui viennent sur le site vraiment pour la rupture collective, ils sont très très contents et on ne peut que les féliciter et les remercier. Dans la communion, c'est sur des notes de bénédiction formulées pour un Mali prospère que la rupture collective Sunkalo Solidarité a pris fin à Katifouga. Clôture de la semaine de prière pour la paix au Mali à la Grande Mosquée de Bamako. Vous le savez certainement, c'est une initiative de l'Union des jeunes musulmans du Mali. Durant toute la période, des prières ont été faites pour la paix et la réconciliation au Mali. Dossé Baba Diarra et Sambou Sidibi. C'est une cérémonie qui a rassemblé les fidèles musulmans à la Grande Mosquée de Bamako autour du Saint-Coran pour invoquer Allah. Ils ont en effet procédé à la lecture du Coran avant de faire des bénédictions pour les pays. Quelques versets spécifiques du livre saint ont été invoqués. L'activité est initiée chaque année dans le cadre du mois de Ramadan par l'Union des jeunes musulmans du Mali. Cette grande lecture du Saint-Coran pour célébrer la Badr ou bien la première bataille de l'islam, on appelle Badr ou bien Fatou Makka, la conquête de la Mecque. Mais cette année, on a choisi le premier vendredi du dernier décade du mois de Ramadan. Donc l'objectif, c'est pour prier le bon Dieu à réconcilier les cœurs et les esprits de tous les fidèles musulmans du Mali et tous les Maliens en général, et prier pour nous-mêmes, tous les membres de l'Ijma. Au cours de cette journée de prière, une première cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée par les jeunes musulmans avant la prière du vendredi. Et pour innover cette 18e édition, une cérémonie similaire est organisée dans toutes les communes et localités où l'Ujima est représenté. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, le général d'armée Assimi Goïta, on est là aujourd'hui à la Grande Mosquée pour faire cette commémoration, faire la bénédiction générale pour le Mali et surtout faire comprendre aux Maliens que les plus hautes autorités du Mali sont là pour la population du Mali. Vous avez bien vu la solidarité qui est adjacente partout au Mali dans le cadre de Sunkalo Solidarité. Toute la population a bien vu et dans toutes les régions du Mali. Donc dans ce même cadre-là, on est là pour la bénédiction pour le Mali et pour la prière collective. Après la traditionnelle prière du vendredi, les fidèles musulmans de la Grande Mosquée de Bamako ont formulé des bénédictions afin que le Mali retrouve la stabilité, la paix, la cohésion et le vivre ensemble d'antan.
Nous vous l'annoncions hier, la chaîne 2 a soufflé ses 32 bougies hier, 22 mars 2025. Occasion pour journalistes, animateurs, techniciens et auditeurs de se retrouver et passer de bons moments de radio. La radio chaîne 2 est une radio de divertissement, d'éducation, de sensibilisation et surtout d'information. Les temps forts avec Moussa Papa Idara. La chaîne 2, c'est ma radio. 32 ans d'antenne, c'est 32 ans d'histoire, de voix, de musique et d'émotions partagées. La chaîne 2 célèbre cet anniversaire avec ceux qui font sa force, ses auditeurs. Et un anniversaire de la chaîne 2, ça commence toujours avec ça. Hors studio, l'ambiance est aussi vive avec l'émission Zigri Kene enregistrée exceptionnellement en présence des fans de la chaîne 2. Il y a 32 ans, naissait cette chaîne de proximité, une voix qui allait marquer des générations d'auditeurs. Sans prendre de rides, l'onde de choc arrive toujours à séduire ceux qui l'écoutent. La chaîne 2 nous a tout donné, nous éduquer, nous informer et nous divertir aussi. La chaîne 2, c'est une merveilleuse radio. Mais ala y'a midi dɔgɔya a bɛnna ni sunkalo yɛrɛ n'o tɛ jama tɛ ku ɲɛ o parce que chaîne 2 ka di bɛɛ ye a nisɔndiyara aw ye bonya de segi peuple ma aw ni ce ala k'aw sara aw bɛ se k'a kɛ k'a d'an ye nka aw ko bɛɛ ka na alhamdulilayi o ye ala tanu ye aw ka hadamadenya a tɛ se ka fɔ ka ban ladilikan de bɛ fɔ a la ani kuma ɲumanw foyi tɛ fɔ a la min man ɲi mun bɛ jamana jɔ o de bɛ fɔ a la mun bɛ jamana denw kala ɲɔgɔn na o de bɛ fɔ chaîne 2 la don o don ani ka dɔnkiliw da ka hadamadenw nisɔndiya o ye hɛrɛ de ye. Depuis ses premiers instants sur les ondes, la station s'est imposée comme un acteur incontournable du paysage médiatique, alliant information, divertissement et proximité avec son public, mais pas que. La 95.2 a été un véritable laboratoire de talents artistiques. De nombreux artistes, musiciens, écrivains et créateurs ont vu leur travail diffusé grâce à cette station qui a permis également à ces voix créatives de se faire entendre. Des talents qui souvent ont trouvé leur public au fil des émissions, des interviews et des événements organisés pour mettre en lumière la richesse artistique et culturelle de notre pays. Mais au-delà des voix et des ondes, cette radio a surtout unifié des cœurs. En rassemblant des auditeurs de tous horizons, elle a créé des liens et renforcé la cohésion sociale, apportant de l'espoir, de la joie, mais aussi de l'information essentielle, en particulier dans des moments de crise. Créée dans l'ambition d'offrir une radio dynamique et accessible à tous, la chaîne 2 a su évoluer au fil des années. Des émissions culturelles aux débats de société, en passant par la promotion des talents musicaux, aujourd'hui, l'ambition est plus grande. La touche féminine qu'arbore la chaîne 2 depuis 2 ans veut encore transporter les auditeurs avec des contenus plus digestes. Nous avons en perspective l'organisation du bal de costumes traditionnel de l'ERTM, ainsi que la reprise de l'émission Podium qui faisait fureur dans les communes. Cette année, nous allons aussi offrir à nos auditeurs, plutôt nos auditrices, du Soumou. L'émission s'intitule d'ailleurs Chendeka Soumounkene. Nos artistes de renom ainsi que ceux en herbe viendront dans nos studios pour révéler leur savoir-faire dans ce art qu'est le Soumou. Joyeux anniversaire. C'est un fait. Mois de Ramadan oblige, une célébration en toute sobriété. La famille ORTM s'est retrouvée pour des moments de convivialité autour de somptueux plats. Le rendez-vous est pris pour de nouvelles aventures radiophoniques sur l'onde de choc en attendant la 33e année. Silamɛya kɛnɛ do wa sende ka kɛnɛ o ye kɛnɛ ɲuman ye san o san kɛnɛ hɛrɛ caman bi ye don min ye bi ye don duman ye ala ka sende min sɛnna y'a bila ala ka kɛ hɛrɛ ye sali ala ma.
La chaîne 2, une vraie famille avec à sa tête Nyanya Alou Traoré, vivement les 33 ans de votre radio. Un mot de santé à présent, le 21 mars de chaque année est célébrée la journée mondiale de la trisomie 21, une journée mise à profit pour sensibiliser l'opinion publique sur ce handicap. Le thème retenu pour l'édition 2025 est améliorer nos systèmes d'assistance. Reportage Abibatou Koyandiakité et Abdoulaye Samaki. Tout est là. Ils sont certes différents, le visage aplati, une petite tête et des muscles mous, mais ils ne sont pas contagieux. Les enfants trisomiques ne sont pas malades, ils sont plutôt atteints de handicap, un accident chromosomique qu'est la trisomie 21. Le chromosome numéro 21, au lieu de se trouver en paire, se trouve en 3 copies. Donc c'est une copie extra. Le fait qu'il y ait cette copie extra fait que les individus ayant la trisomie 21 ont des retards de compréhension, des déficits mentaux et puis d'autres pathologies associées, notamment les pathologies cardiaques, des infections à répétition ou des pathologies digestives. En cette journée mondiale dédiée à la trisomie 21, la promotrice du centre, la Providence de l'AMAT 21, non moins présidente de l'association malienne de la trisomie 21 et mère d'une fille trisomique, organise au sein de son centre un forum. Le but, donner la parole aux parents ou dirais-je aux mères de ces enfants afin qu'elles expriment tout ce qu'elles ont sur le cœur comme stress ou peine liés à la prise en charge de leurs enfants trisomiques. Occasion toute trouvée pour lancer un appel aux autorités. Cette année même, le thème de la journée, comme vous avez si bien vu, c'est les gouvernants et améliorer nos systèmes de soutien. Pour dire que nous aussi on est là. C'est vrai, on sait que le pays est confronté à beaucoup de difficultés. On est au courant. Et le président, il a beaucoup fait à travers les œuvres sociales. Mais nous, on lance vraiment un appel vibrant à l'endroit pour les enfants aussi en situation de handicap intellectuel. Nous n'avons pas encore les moyens de détecter la trisomie 21 au Mali au cours des consultations prénatales ou des échographies. L'un des facteurs favorisants est l'âge tardif de la grossesse au-dessus de 35 ans. À ce jour, les statistiques ne sont pas données sur ce handicap dans notre pays. Toutefois, selon les spécialistes, on peut se faire une idée de son ampleur, sachant que sur toutes les 700 naissances, nous avons un enfant trisomique. AES Actualité, le ministre malien des Mines est en visite de travail au Niger. Il a rendu visite à son homologue nigérien. Ils ont échangé sur la situation des mines au Niger, la politique minière et les perspectives de collaboration. Abdulaziz Issaka. La Confédération des États du Sahel est une réalité qui s'impose, qui se fortifie et qui favorise dans une vision souverainiste et partagée la mutualisation des intelligences pour le développement des pays du Liptako à travers les différents domaines d'activité. Cette visite du ministre des Mines du Mali à son homologue du Niger en est une parfaite illustration. Elle a consacré un cadre fraternel de dialogue et de partage d'expériences porté par deux autorités mues par la volonté de mieux servir leur peuple. Ainsi, elles ont exploré à travers un exposé présenté par le directeur du cadastre minier la situation des mines du Niger, avec un aperçu sur le potentiel minier, la politique minière et les perspectives. Puis la découverte de la Société des patrimoines des mines du Niger, Sopamine, et en dernière étape, une visite au Centre de recherche géologique et minière. Le secteur minier au Niger, comme au Mali d'ailleurs, se remet des difficultés qu'il a connues, avec des réformes qui sont mises en place, et aussi avec une vision vraiment qui est axée sur l'idée que le secteur minier doit d'abord servir l'intérêt supérieur du peuple nigérien et aussi le développement de l'État. Et aujourd'hui, nous avons entrevu un certain nombre de pistes de collaboration que nous allons creuser. Et d'ores et déjà, nous sommes d'accord pour nous retrouver très prochainement pour mettre en place donc, ces cadres de concertation
pour mettre en place ces partenariats pour que l'AIS puisse se développer sur la base de nos ressources. Le tableau de cette visite décrit par ailleurs parfaitement les motivations, les ambitions et l'engagement des ministres en charge des mines des deux pays dans la dynamique des chefs de l'État à refonder le secteur minier dans l'intérêt supérieur de nos nations. Au Burkina, parlons de la sortie de la première cuvée du contingent spécial des eaux et forêts, des hommes et des femmes prêts à lutter contre le terrorisme et pour préserver les ressources forestières. Ils sont 1938, dont 886 femmes. Ali Traoré. Cette manœuvre démontre à souhait les connaissances et les aptitudes acquises par ces élèves des eaux et forêts. 18 mois, c'est le temps mis par cette première cuvée du contingent spécial de l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso pour se familiariser avec les notions qui devraient leur permettre de lutter efficacement contre le terrorisme et de protéger les ressources forestières du pays. Ce moment fut une période d'apprentissage intensif marquée par des heures de cours théoriques, des exercices pratiques et des simulations d'intervention sur le terrain. Nous avons ensuite été reçus au groupement d'instruction des forces armées où nous avons suivi une formation militaire rigoureuse qui nous a permis de renforcer notre discipline et notre sens du devoir. Nous avons enfin complété notre formation au Centre national d'entraînement commando de Pau, où nous avons été confrontés aux réalités de terrain en pratiquant des techniques de combat sous bois et des stratégies de gestion des crises en milieu forestier. Ces témoignages du porte-parole de la promotion rassurent plus d'un à cette cérémonie et surtout le Premier ministre pour qui le recrutement de cette première promotion du contingent spécial vise à répondre aux grands défis du moment. Le recrutement exceptionnel d'agents des eaux et forêts s'inscrit dans le cadre du pilier 1 du plan d'action pour la stabilisation et le développement, à savoir la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Il vise à accroître la part contributive du ministère chargé de l'environnement à travers le Corps des eaux et forêts dans la reconquête du territoire et la sécurisation des massifs forestiers investis par les bandits armés. Baptisée l'Anayan Djoula ou la confiance, cette promotion qui porte aujourd'hui ses épaulettes mesure l'immensité de la tâche qui l'attend. En tout cas, le gouvernement, pour sa part, fonde beaucoup d'espoir sur ce corps d'élite du ministère en charge de l'environnement. Cette journée marque une étape très importante, non seulement pour vous, chers fioles, mais aussi pour notre nation tout entière qui compte sur votre engagement pour protéger ses ressources naturelles et assurer sa sécurité environnementale. Le directeur général de cette école a remis au nom de sa structure un chèque d'1 million de francs CFA comme effort de paix au ministre en charge de la Défense. Le Premier ministre lui aussi est reparti avec un présent ainsi que les membres du gouvernement présents à cette cérémonie. Il est au rendez-vous pour l'actualité sportive. Siragatou Sissi, bonsoir Siragatou. Bonsoir Kadiatou Kone. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali affrontent ce lundi à Casablanca les Fauves de la Centrafrique à la faveur de la 6e journée. On va plutôt parler de l'avant-papier et non l'entretien avec Moustapha Sangari. Tout à fait. Surfer sur la vague du succès. Titiller les adversaires du haut du classement dans le groupe I. Maintenir cette confiance retrouvée avec les supporters. Voilà en substance les défis qui se présentent aux Aigles du Mali à la veille du match face à la Centrafrique. Le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers sont prêts à terrasser les Fauves. Nos envois spéciaux à Casablanca sont Fotigi Tunkara et Tchèye Moussa Kamara. Au Maroc, pour une opération de 6 points à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, respectivement contre les Comores et la Centrafrique, les Aigles du Mali ne veulent pas du tout se louper. Les 3 points contre les Sélacantes déjà dans la besace, ils sont résolument tournés maintenant vers les Fauves de Bazou-Bangui. Prêts à en découdre, les Aigles ont hâte d'en finir avec les Fauves de Bazou-Bangui pour mieux garder leur position en embuscade en attendant les prochaines journées en septembre et octobre prochain.
Quand on gagne, on peut être troisième dans le groupe. Deuxième, c'est pas possible parce que c'est peut-être possible, mais c'est important qu'on gagne et après on va voir quelle est notre position dans le groupe. Mais la victoire, c'est le seul qui compte. Tenu en échec par la Centrafrique, un but partout à domicile lors de la deuxième journée du groupe I. Un nul qui leur avait d'ailleurs laissé un arrière-goût de défaite. Les Aigles vont devoir laver cet affront et remettre à sa place une équipe centrafricaine relativement à leur portée. Pour cela, tout est mis en place. On sait ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de trop parler, trop se taper la poitrine. Nous, on sait ce qu'on a à faire, on est concentré là-dessus. Et il n'y a rien qui pourra nous faire changer d'avis. On sait qu'on doit jouer et gagner. Et le reste, ça compte pas. J'ai des bonnes sensations, etc. Le groupe est bien, donc c'est top. Et pour jouer, pour défendre le pays, je préfère défendre le Mali. J'ai plus d'attache pour le Mali. Après voilà, c'est un choix. C'est pas un choix qui a été fait comme ça, mais c'est un choix du cœur. Et je suis content de mon choix et je regrette pas. À la traditionnelle reconnaissance des terrains, en cette veille de match ce dimanche, Tom Saint-Fit et ses garçons sont venus faire leur repérage et baliser les terrains sans souci à l'infirmerie. Tous les joueurs sont disponibles, on n'a pas de blessures. Le moral est très bien après la victoire contre Comores. Demain, c'est encore une fois un final, juste le même comme le match contre Comores. On doit gagner ce match. Un rendez-vous est donc pris pour ce Centrafrique-Mali, 6e journée du groupe I des éliminatoires du Mondial 2026. C'est lundi au stade Larbi Zaouli de Casablanca à partir de 16h. Ce sera sous la direction des arbitres malawites. Un match à suivre d'ailleurs en direct et en intégralité sur ORTM 1 à partir de 16h demain lundi. Bonne chance aux aigles. Préparation des aiglonnés du Mali, c'est-à-dire les moins de 17 ans, en route pour la phase finale de la catégorie au Maroc. Oui, les cadets maliens sont en stage bloqués à Tunis. Le sélectionneur Adama Djefla Diallo et ses poulains peaufinent les derniers réglages avant de rallier le Maroc pour la CAN du 30 mars au 18 avril. Les aiglonnés livreront un match amical demain lundi contre leurs homologues tunisiens. À la CAN, le Mali est dans le groupe D avec l'Angola, la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Et le foot algérien et africain en deuil, l'ancien international Jamel Neyman nous a quittés, hier à l'âge de 64 ans. L'ancien attaquant des Fennecs d'Algérie était considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération. Gamel Menad, grand artisan du sacre de l'Algérie à la CAN 90, avec en prime le titre de meilleur buteur 4 réalisations, a participé à 5 CAN, 2 Coupes du Monde, sans oublier les Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Il a successivement porté les couleurs de la GS Kabylie, de l'USM Alger, de Nîmes en France et de Belenenses au Portugal. Gamel Menad devient par la suite entraîneur dans plusieurs club algérien. Une autre mauvaise nouvelle, autre disparition, celle du légendaire boxeur américain George Foreman. Double champion du monde des poids lourds et médaillé olympique, George Foreman, 76 ans, était un monstre sacré de la boxe. Sur 81 combats dans sa carrière, il en a gagné 76 avec la manière. Il a combattu contre des figures du noble art comme Joe Frazier, Ken Norton et Ron Lill. Mais le combat le plus retentissant, le plus spectaculaire et le plus médiatique reste celui de 1974 à Kinshasa, l'opposant à Mohamed Ali. George Foreman, âgé de 25 ans à l'époque, s'inclinait au 8e round face à la puissance de frappe du maître Mohamed Ali. La boxe américaine perd ainsi un monument, une référence, un grand. Merci bien, Seragatou Cissé. Bon début de semaine à vous. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans les moments difficiles, nos grands-pères disaient que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Restez fidèles à ORTM 1 et à très vite sur votre chaîne de télévision. Bonne fin de soirée à tous.